RMC. Basket Time. Pierre Dorian. Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC, que vous téléchargez sur rmc.fr avec impatience chaque semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur le basket avec notre Dream Team. Fred Weiss, Arnaud Valadon, Félix Gabory, bonjour messieurs. Bonjour. Salut. C'est vrai que c'est un sport qui nous donne pas mal d'actualité, surtout depuis que Wemby est là. Fred, je te voyais opiner du chef là. Je suis toujours d'accord avec toi par principe. Ah, tu es toujours d'accord avec moi. On pourrait faire un podcast tous les jours. On pourrait faire un podcast tous les jours, tout à fait. On pourrait presque faire un podcast tous les jours. Même des auditeurs, je dis bonjour à Olivier que j'ai croisé, il disait on aimerait bien vous entendre plus souvent. Olivier d'Orléans. Le seul problème, c'est qu'il faudra vous supporter tous les jours. Ouais. Là, il n'y a pas Stephen, donc c'est peut-être. C'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner. On parlait de Victor Wembanyama, de cette blessure, on peut dire surprise et surtout quand même assez importante. On se pose pas mal de questions après ce forfait fin de saison pour Victor. Sa saison 2 d'abord est-elle une réussite à titre individuel? Et puis l'Euro se profile. Alors avec ou sans Wemby, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on peut se passer de Wemby à l'Euro? On va en débattre dans le deuxième talk. Et ensuite dans la partie historique, vous allez me raconter une histoire que je ne connais pas. Celle d'une blessure qui a changé le cours d'une saison, voire le cours de la NBA carrément. Il y en a eu des blessures. Tu la connais forcément donc. Si ça changer le cours de la NBA, tu la connais, pas forcément, parce que tu te souviens plus des choses qui se sont passées que de ce qui ne s'est pas passé. Tu vois? Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Bon, très bien. Puis le quiz. Alors le thème du quiz, ce sont les blessures, figurez-vous. Un quiz spécial blessure. C'est parti pour Wemby. The Wemby era officially began the moment he won Rookie of the Year last season. And there is Victor Wembanyama! Oh, mama! From a mile away! It's good! Wemby taking over Denver! It was stunning news out of San Antonio today, where the Spurs announced that Victor Wembanyama is expected to miss the rest of the season. It's the most searched term today in San Antonio on the computers. Deep vein thrombosis. What is it? This is just a bad thing for the Spurs. For the NBA. Yeah. When he played over in Paris, man, it was crazy, those 2 games. So good luck to him and his family. Alors la saison de Wembanyama donc est terminée, l'heure du bilan a sonné plutôt que prévu. Cette saison 2 est-elle une réussite? Alors on rappelle quand même, avant de faire le bilan chiffré, qu'il souffre, le pauvre Wemby, d'une thrombose à l'épaule. Donc pour faire simple, c'est un caillot de sang qui se forme et ça peut être très dangereux puisque ça peut faire une embolie pulmonaire dans le pire des cas. Donc c'est un cas à prendre très au sérieux et que le temps de repos et pour retrouver toutes ses capacités est assez long. Déjà 3 mois sous traitement et après il pourra reprendre sans contact un entretien physique, donc ça peut aller il va prendre quelque chose pour fluidifier son sang, donc évidemment il ne peut pas avoir de contact parce que s'il prenait un coup ce serait très compliqué en fait. Peut-être qu'il peut rater le début de la prochaine saison, donc l'Euro, on va en parler tout à l'heure. D'abord cette saison 2 en chiffres, ça donne quoi Arnaud? Wemby en 2, c'est vraiment une version améliorée, sans contestation possible. C'est difficile de dire, tiens, il a moins bien fait ça en 2024-2025 que lors de sa saison rookie. Déjà, pas de restriction de minutes. Souvenez-vous que l'année dernière, il avait connu des restrictions de minutes. Il devait jouer 27-28 minutes. 33 minutes de moyenne. 47% au tir contre 46% l'an passé. Il shoot mieux à 3 points. 35% contre 32%. Le même nombre de rebonds. Toujours autant de blocs. 3 blocs et demi. Un peu moins de pertes de balles et ça c'est bien. 3 points de plus en moyenne, 24 au total par match désormais, et puis ses performances qui ont marqué un match à 50 points contre Washington en novembre. Il a aussi scoré 2 fois 42 points cette année, dont ce match au Madison Square Garden à New York le 25 décembre pour le Christmas Game. Un triple-double, même si l'an passé il avait fait plus de matchs, évidemment 71 matchs l'an passé, là ça va s'arrêter à 46. Il avait fait 3 triple-doubles, et puis aussi à noter la régularité, un seul match cette saison à moins de 10 points. Ouais, et il y a autre chose qui est très impressionnant, je trouve, même si ça ne se voit pas forcément en termes statistiques, c'est le nombre de contres. Le nombre de matchs à plus de 3 ou 4 contres est affolant. Parce que ça, c'est très rare. Mais c'est surtout très difficile, parce que la première année, tu n'es pas attendu et c'est plus facile de mettre des comptes, entre guillemets, parce que les gens ne savent pas exactement qui tu es, et donc ils y vont comme ça. Sauf que la deuxième année, on savait que c'était déjà un énorme contreur, et malgré ça, il a haussé son niveau encore, et ça, c'est vraiment très impressionnant. Alors, sa saison est-elle une réussite? Là, j'ai commencé par Fred. Oui.
Oui, c'est une réussite clairement parce qu'il est All-Star, parce qu'il a fait des grosses perfs, parce qu'il a augmenté son temps de jeu. Il l'a confirmé, c'est toujours difficile de confirmer. On en parlait pour les contre, mais c'est valable pour tous les secteurs de jeu. C'est difficile de confirmer, de montrer que cette année 1 était normale pour lui et qu'il peut faire encore mieux. Il a fait ce qu'il fallait faire, franchement. Moi, je trouve qu'il a eu un début de saison sur les 5-6 premiers matchs, allez, on va dire les 10 premiers matchs, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Laborieux. Mais il a été bien mieux tout de suite après. Il s'est adapté, il a été dans le combat physique beaucoup plus aussi. Donc sincèrement, moi je pense qu'il fait une bonne saison et que c'est presque dommage de s'arrêter là parce que je pense que juste après ce All-Star Game, c'est dommage. C'est plus que dommage. Parce qu'en fait la saison presque démarrait là. Hein. Oui, mais concrètement, beaucoup de gens disent oui, mais du fait qu'il arrête maintenant, cette saison elle est pas si fantastique. Maintenant, ça change rien. Il a arrêté, c'est un fait, ça arrive, mais il a quand même fait des choses incroyable, il est respecté par tout le monde, il a été longtemps dans les 5, 7, 8 meilleurs joueurs de la NBA, en tous les cas considéré comme tel. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Félix. En fait c'est dommage, je suis d'accord avec toi Fred, mais c'est dommage de ne pas le voir sur une fin de saison à enjeu. Là on sait que les Spurs devaient faire un run pour se qualifier en play-off ou au moins au play-in. Et c'est dommage de ne pas le voir là dans. Ouais, mais Félix, tu peux rien faire. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, les gens, je pense, ils sont très déçus. Ils ont du mal peut-être à avoir un avis sur cette saison-là. Parce qu'en fait, on l'attendait à ce moment-là. Les Spurs, il leur restait 30 matchs. Est-ce qu'au moment où il faut, vraiment à l'instant T, il allait réussir à porter les Spurs sur ses épaules? Moi, je pense que oui, mais malheureusement, on ne pourra pas le voir. Surtout, par contre, sinon, aussi, collectivement, on ne l'a pas dit. Il a en plus rempli sa mission parce que les Spurs étaient attendus aussi. Ça reste à débattre. En fait, non. Parce que quand il s'arrête à 5 victoires d'un play-in, la progression est-elle suffisante? En fait, il y a autant de victoires que l'année dernière, alors qu'il reste. En fait, déjà, il y a une progression par rapport à l'année dernière, et c'est ça qu'on voulait. Quand on reprend au tout début de la saison régulière, on se disait il faut au moins une progression, il faut montrer que ces Spurs-là progressent. Ce qui est le cas. En fait, peut-être que ça aurait été un petit peu trop juste pour le play-in, mais dans tous les cas, peut-être qu'avec Wemby, ils auraient pu arriver à 38 victoires, 40 victoires, ce qui aurait été quasiment 2 fois plus que l'année dernière. Donc en fait, c'était déjà énorme. Collectivement, la progression est. Ouais, mais quand tu vois les équipes qui sont devant, Phoenix, ils sont nuls. Je suis désolé. Ils sont catastrophiques. Sacramento, ça marche pas très bien. Alors Golden State, ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Bon, après, on arrive sur les équipes sérieuses. Ok, à partir de. Après Dallas. Sacramento, je trouve que c'est un peu dur. Alors c'est en up and down. Des fois où ils sont très bons, des fois ils sont très mauvais. Il n'y a pas d'alchimie. Ils trouvent pas l'alchimie. Ils trouvent pas la régularité. Ils ont fait des moves bizarres. Tu leur as piqué leur meneur. Mais en tout cas, on est quand même devancé par Phoenix, qui est quand même une équipe cata de la saison. Faut quand même être honnête. Oui, mais c'est laissé inverser la dynamique. On pense vraiment qu'avec De'Aaron Fox, il avait été cherché juste avant la trade deadline. Ça, c'est un bon move en revanche. Ah oui, c'est un très bon move. Surtout que ça coûtait très peu de choses. Et c'est ça qui me déçoit le plus, c'est qu'au final, Fox et Wemby auront joué que 8 matchs ensemble. C'est de pas voir. C'est la perte de temps qui t'énerve. Tu te dis, cette année-là aurait pu permettre de les voir jouer sur la fin de saison. Ils auraient pu jouer ensemble pour se préparer justement pour l'année prochaine. Parce que là, tu t'es dit, ils ont apporté une énorme pierre à cet édifice Spurs pour la saison d'après aussi, parce que voilà, Fox vient sur court moyen terme au moins à San Antonio, et de pas voir cette association qui nous faisait tous rêver. On a fait presque une émission entière d'Aaron Fox et Victor Wembanyama, et c'est vrai. Oui, tu as raison, Pierre, de se dire Phoenix, c'est pas loin. Sacramento qui est 10e, première place pour le play-in. Même les Warriors, voilà, avec Butler, c'est. Pas mieux. Mais il aurait fallu faire un énorme run quand même, parce que là, même juste avant l'officialisation de la fin de saison de Victor Wembanyama, les Spurs, ça battait un peu de l'aile. Tu sentais qu'ils étaient en recherche d'un second souffle. Et c'est souvent ce qui se passe après le All-Star Break. C'est là où les saisons se décident vraiment, hormis ceux qui sont à 15 victoires. Donc en fait, c'est assez difficile finalement de faire un bilan. Parce que statistiquement, il est là, mais les stats, honnêtement, on s'en fout un peu. Alors, lui, il est monstrueux, il est impressionnant, et c'est ce qu'on attend de lui. Au moins, son équipe n'était pas larguée. Elle était pas dans les premières places, mais autant de victoires que l'année dernière après 55 matchs. C'était pas Washington, c'était une équipe qui avait commencé à construire. Ils n'ont pas de Wemby. Non, mais je suis d'accord, mais c'est une équipe qui a commencé à construire. Et c'est une équipe qui met des pièces pour avancer. Fox, s'il n'y avait pas eu Wemby, je pense que les Spurs ne l'auraient jamais fait. Oui. Parce qu'ils accélèrent des mouvements qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc sur ça, quand même, c'est hyper important. À titre individuel, il y aura une sélection All-Star Game qui marque une carrière, surtout en début de carrière. Mais un des objectifs du début de saison aussi, une case à toucher, clairement. Mais il n'y aura pas de récompense individuelle en fin de saison. Il n'y aura pas de meilleur défenseur. Par contre, ce qui est très drôle, vous vous souvenez d'Anthony Davis qui, entre guillemets, disait oui, tout est fait, le storytelling pour que Wemby l'emporte. Davis, il va peut-être pas avoir le nombre de matchs suffisant, donc il l'aura même pas cette année. Ce sera qui du coup? Rudy Kessler, le veut. Hein. Kessler peut-être. Ah ouais. Jaren Jackson, moi, m'impressionne beaucoup en défense. Moi, j'aime bien toute l'activité en général de Jaren Jackson. Mais il y a pas mal de prétendants. Il y a quand même des gros défenseurs. Et moi, j'aime bien McDaniels.
Jaden McDaniels. Qui a très mal commencé lui aussi et qui va beaucoup mieux offensivement et défensivement. Mais ce qui est hyper frustrant pour Wemby, du coup, c'est qu'on sait qu'il l'aurait sûrement eu en fait ce titre de défenseur de l'année. Après, c'est pas très grave. Hein. Bah, dans un CV, quand même, ça en jette en année 2, l'année d'après, l'année suivante. Ouais, mais en raté un, je pense qu'il a bien les boules par rapport à ça. Parce que c'est vrai que les enchaîner comme ça aurait été incroyable. Et alors, sur quoi va-t-il progresser maintenant ? Sur quoi il doit progresser ? Honnêtement, il doit continuer à jouer comme il le fait. Avec autant de tirs extérieurs ? C'est comme ça qu'il va jouer. Hein. Il faut s'habituer à voir Victor Wembanyama prendre beaucoup de shoots extérieurs. Je suis un vieux de la vieille qui va te dire je préfère les grands près du cercle. Sauf que c'est pas un grand normal. Ça revient un peu, hein. Oui, les gros bavards. Je suis d'accord, mais c'est pas un gros bavard. Tu vois bien, physiquement, il n'a pas ce par contre, il a quand même le gabarit. Il est très grand et de temps en temps. En fait, il est dans la lecture et c'est en ça qu'il a déjà beaucoup progressé. Avant, il était toujours loin. Maintenant, quand il voit qu'il est défendu par un plus petit, il se rapproche. Quand il y a un plus grand, il s'écarte. Je trouve que sa lecture est bien meilleure et il doit continuer à progresser sur sa lecture et sur les passes. Sur le passing, ouais, sur les passes. Moi, je trouve qu'il a un peu c'est là où il va faire la diff. Il a un peu stagné parce que oui, il va y avoir des prises à deux et il faut qu'il ressorte des bons ballons. Ce que fait Jokic. En fait, c'est un 19 passes encore l'année dernière. C'est injouable. Oui, mais pour un adversaire, si Victor met ça dans son jeu. Ah là, ça devient le joueur ultime. Bien sûr, mais il a cette capacité en plus. Il a la vision de jeu, mais pour l'instant, il voulait jouer un peu pour lui et c'est un peu normal aussi. Même si tu te rends compte dans sa saison qu'il a démarré, notamment au niveau des passes, un peu comme l'année dernière où il envoyait pas mal de ballons en tribune aussi, hein, tu vois. Et il tourne régulièrement à 4 passes. Il a baissé ses pertes de balles. On parle toujours du ratio. Passe décisive, perte de balle qui est toujours intéressant. Et on voit effectivement, il commence à être beaucoup plus régulier sur les passes décisives. Quand tu es un peu mieux entouré, c'est pour ça. C'est plus facile aussi. Hein, tu as la ballon à l'intérieur, tu peux le ressortir à Aaron Fox. Hein. Après, ils ont des bons joueurs quand même, les Spurs, mais ils ont peut-être même trop, non ? Il va falloir faire des choix, non ? Il va falloir faire des choix parce que quand tu vois Keldon Johnson, je sais plus sur quel match où il met 28 en sortie de banc, c'est compliqué de savoir qui va jouer parce que tu as Chris Paul, tu as Castle sur le même poste, tu as Fox. Enfin, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire, ils vont tanker maintenant ? Moi j'espère. Bah oui. Moi j'espère, bien sûr, parce qu'à l'instant T, ils ont 3% de chance d'avoir Cooper Flag. À l'instant T. Sachant que tu rajoutes le pic d'Atlanta. Ils ont le pic d'Atlanta. Cooper Flag qui est attendu comme un numéro 1, qui est un game changer qui est. Quel poste ? PF, c'est SFPF. Moi, je dirais 3-4, ouais. Oui, donc c'est parfait. Quoi. Même si on annonce, il y a Ace Bailey, on annonce une draft qui quand même est d'un haut niveau pour cette année. Tout autre niveau que celle de 2024. Alors on continue. Pour la question du tanking, juste, en fait, là, faut pas être juste dans ce qui est le pire en NBA, c'est le ventre mou. C'est de ni jouer les playoffs, ni jouer. En fait, c'est ce que font certaines équipes depuis des années, mais c'est la pire chose parce qu'en fait, t'as pas de bon tour. En fait, tu vas te retrouver si tu. Ouais, mais elles te diront qu'ils respectent le basket. C'est-à-dire qu'ils jouent jusqu'au bout. Après, un truc aussi à noter, c'est quand tu regardes les probabilités, là je me suis noté pour avoir le first pick à la loterie, faut aussi se rendre compte qu'en fait, pour atteindre le 5e pire bilan, les Spurs, ils ont déjà 6 victoires d'avance sur le 5e pire bilan. Et sur le 4e pire bilan, qui est Charlotte, ils ont 10 victoires d'avance. Ouais, donc c'est pas oui, les 4 premières places, c'est mort. En fait, même si tu fais perdre, derrière, ça va pas revenir. Quoi. Donc, il faut aussi tempérer ça. Non, mais il faut tempérer. Jamais les Spurs ne vont... Et est-ce que tu n'as pas plus intérêt à jouer jusqu'au bout une hypothétique qualification en play-in ? En fait, je pense que les 10 prochains jours là, vont être un peu déterminants parce que... Après, moi, je reviens à ce que je disais. Mitch Johnson, pour moi, c'est un coach rookie. On a entendu ce qui se passait avec Pop. Donc concrètement, lui, il veut conserver et confirmer sa place. Je pense qu'il va vouloir gagner, lui. Allez, on continue sur ce spécial Victor Wembanyama. On passe à l'équipe de France. Théo Malédon, le ballon qui circule bien, il va falloir prendre un tir. Timothée Luwawu-Cabarrot, c'est dedans. Super patience en attaque. The lob, the dog, Makoundou strikes again. Isaiah Cordigné dans le coin, il s'est fait oublier. Timothée Luwawu-Cabarrot, bravo. Et là la connexion tiboise. Et il a raison, Eli Okobo. Belle filoche sur le museau de Mario Hezonja. Oh, pass from the baseline. Oh, and the rejection from Makoundou. This is his house, and you're not going to do anything in it. Victoire de l'équipe de France, 80-83 sur le parquet de Yazine ici à Zadar. Et surtout, qualification pour l'Eurobasket 2025. L'Eurobasket 2025, la France peut-elle se passer de Victor Wembanyama ? Je vous rappelle les dates, c'est vraiment à la fin de l'été, c'est le 27 août jusqu'au 14 septembre. Ça s'arrête un mois avant la reprise de la NBA. Dans 4 pays, Lettonie, Chypre, Finlande et Pologne, la France s'est brillamment qualifiée avec cette victoire en Croatie, mais on préparait cet Euro avec une idée claire, c'est construire de nouveau l'équipe autour de Victor Wembanyama, ce qui va être le cas dans la prochaine décennie, si tout va bien, hein, évidemment. Alors, d'abord, on ne sait pas s'il va pouvoir participer ou pas,
Mais on se pose quand même la question, est-ce qu'on peut se passer de lui à l'Euro sur la probabilité qu'il participe, est-ce que vous avez des infos ou un sentiment à nous donner? Boris Dio n'a rien dit Pour dimanche dans Stephen Brunch. Déjà, c'est très prématuré. Ça va évidemment dépendre de ce que les Spurs, donc les staffs médicaux, vont échanger, que ce soit le docteur Wanji, le médecin d'équipe de France de basket, et le staff médical des Spurs. Vu les enjeux autour, en plus, c'est un Euro qui compte pas pour grand-chose. C'est juste le trophée. Tu n'as pas de place qualificative. Quand tu as une place pour les JO à aller chercher, tu as quand même beaucoup plus de monde. Donc là, il faut s'attendre globalement à un forfait de stars entre les mondiaux qui ont eu lieu en 2023, les JO. Les stars, elles sont cuites. Les Jokic, les Giannis, ils ont besoin d'un été pour se régénérer et viser 2027 qui va pouvoir permettre de se qualifier pour les JO de Los Angeles. Pour aller le gagner. Oui. Mais attends, un trophée en basket, c'est rarissime. L'Euro, c'est super relevé, donc c'est super difficile à gagner. Les Allemands seront là. France sera là, Maurice c'est pas sûr, mais France sera là. A priori, France pourrait venir. Mais tu as raison sur le fait qu'il y a une fenêtre pour l'équipe de France. On s'était dit avec Victor Wembanyama, notre objectif, c'est d'être champion d'Europe. Là, sans Victor et peut-être sans Rudy Gobert qui s'est exprimé chez nos confrères de l'équipe, où on a quand même l'impression qu'il va mettre. Il peut ne pas y aller, ça l'arrange. Il va mettre un stop, peut-être. Même s'il a mis ça sur sa franchise, lui il n'a pas très envie d'y aller. Il est pas hyper chaud, mais bon. Il se reposait un peu. Il a beaucoup donné, Rudy. C'est vrai. Il faut aussi le dire. Donc on enlève ces deux éléments de la raquette. On sait qu'on a un vivier intérieur très important, mais t'enlèves Victor, t'enlèves Rudy Gobert. Il reste Vincent Poirier. Mathias Le Sort, mais tu as un peu moins de profondeur. Le Sort, on ne sait pas non plus. Il y a un peu moins le choix du roi. Mathias Le Sort, est-ce qu'il sera remis? C'est compliqué aussi de savoir là. Ça va être dur, théoriquement, oui, il l'annonce même pour les playoffs de l'Euroleague, donc logiquement, oui. Sa botte de protection. Et après, sa blessure en termes de rééducation, c'est moins galère que par exemple une rupture des ligaments croisés ou autre. Non, mais c'est surtout que c'est en août. C'est une fracture, c'est ça. C'est une fracture, mais en fait, pour la rééduque, en fait, une fois que l'os est consolidé, en fait, c'est galère, mais c'est beaucoup moins galère que des croisés où tu vas prendre 8-9 mois. Mais c'est surtout que c'est en août. Et tu as largement le temps de te remettre, surtout s'il arrive à faire les playoffs de l'Euroleague, il a le temps de travailler, d'être prêt et d'arriver en forme. Question posée différemment, est-ce qu'on peut être champion sans Victor, Fred? Bien sûr. Oui. Bien sûr, tu dis Félix. Pour la place de Fred, mais oui, bien sûr. Enfin, ça sera moins facile, évidemment, qu'avec Wembanyama. Alors, non. Déjà, je retire ce mot-là. C'est jamais facile de gagner un Euro. Donc, ça sera pas moins facile. Ça sera très difficile quoi qu'il arrive, mais c'est possible. Je vais le tourner comme ça. Ça sera plus difficile. Les Espagnols, sans Wembanyama, mais on a un vivier incroyable. Enfin, on commence déjà à citer rien que dans le secteur intérieur. On le sait, l'équipe de France, même on a des joueurs qui performent en Euroleague sur toutes les lignes, sur tous les postes. Oui, clairement, on reste une équipe. Avant Wembanyama, on avait une équipe extrêmement sérieuse. On est vice-champion d'Europe en 2022, donc Wembanyama n'était pas encore là. Aujourd'hui, vous faites quoi? Oui, je me suis étouffé. Aujourd'hui, vous faites quoi comme équipe là? Un 5 majeur et quelques remplaçants sans Victor. Théo Malédon, obligé. Mathieu Strazal. Vu ce qu'il propose. Mathieu Strazal, tu mets toi? Mais dans le 5 on parle d'un 5 majeur. Dans le 5. Ah, je pensais des 12. Non, un 5 majeur. Déjà un 5 pour commencer. Tu mets Fournier. Fournier, bien sûr. Je pense que tu es un peu obligé. Après, moi, je mets Rizaché. Ok. En 3. En 4, Gershon, s'il vient. On ne sait pas trop. Et après, moi, j'hésite. Je sais pas. Gershon, il y a une incertitude. Par contre, ça commencera à faire beaucoup. Là. En fait, il y a une incertitude parce que. T'as pas ni Wemby, ni Rudy, ni Gershon, ça commence à peser. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il fera l'année prochaine. Enfin, tu vois, c'est par rapport à son contrat. Parce qu'il a signé qu'un an. Non, en fait, je crois qu'il a signé 2 ans, mais il a une possibilité de partir au bout d'une année, et même, de toute façon, les contrats en milieu de saison. Et surtout de rembourser, tu sais, il a payé son buyout. Saison, il aura des propositions. Il aura des propositions, je suis d'accord. Sauf que les propositions vont peut-être lui dire, non, on préférait que tu fasses. Il va sûrement changer de franchise. Parce qu'en fait, les Sixers n'ont pas les moyens dans leur masse salariale d'ajouter un gros salaire. De prolonger en augmentant Yabusele, ce qui mérite d'être augmenté. Donc, logiquement, il devrait partir, et s'il part, tu sais pas comment ça va se passer. C'est ça le problème. Et tu mettrais quoi? Gershon et Le Sort? Gershon Le Sort, Gershon Poirier, Gershon même Fall, pourquoi pas Fall, le retour. Il s'entendait pas bien avec le sélectionneur précédent, mais pourquoi pas avec Freddy Fotou. Très fort. Très fort. En plus, un truc européen pour le coup, ça c'est son truc. Et en plus, un truc qu'on n'a pas vraiment. On a un gars qui peut recevoir le ballon de haut panier, qui peut jouer pour lui, qui peut sortir des ballons. Je trouverais ça pas mal. Bilal aussi, Koulibaly peut-être aussi. Bilal Koulibaly aussi. Là, on a presque pléthore dédié parce qu'on a un peu la rédemption de Timothée Luau-Cabarro sur cette fenêtre. Tu as parlé de Zachary Rizaché, le lien évidemment fort entre Freddy Fotoux et Zachary Rizaché. C'était son coach à Bourg. C'est pour ça que je mets devant Bilal. C'est par rapport à ce lien qu'ils peuvent avoir ensemble. Mais sinon, c'est vrai que les deux peuvent. Isaiah Cordigné, faut pas l'oublier aussi.
qui est quand même notre héros des Jeux Olympiques. Eli Okobo, il sera ou pas ? Eli Okobo est en train de son buzzer beater évidemment pour battre la Bosnie et la façon dont il s'impose vraiment dans le jeu, plus presque sur un poste de meneur que arrière, même si voilà, c'est ce qu'on appelle un combo. Sera là aussi. Mathieu Strazel, je trouve, dans l'état d'esprit. Alexandre Sarr à l'intérieur, on parlait un peu des options à l'intérieur. Si jamais Washington le lâche. Alors c'est un peu soft. Mais Sarr, il aime pas Fred. Non, ça défend pas assez. Entre Mousfal et Alex Sarr. Visiblement que c'est un peu soft. Mais peut-être qu'il faut attendre un an ou deux. Ouais, mais qu'il intègre la préparation déjà et à voir pour plus tard. Alex Sarr. C'est-à-dire dis-moi sur qui il a réussi à défendre. Non, mais en termes de notamment. Non, mais si, regarde, tu vois, je te pose une question simple. Sur qui il a réussi à défendre. En termes de dissuasion au contre, il peut vraiment nous apporter. Mais ça c'est pas de la défense. Oui, mais ça compte. Oui, je suis d'accord, sauf que Victor, il peut aussi défendre sur les mecs. Bien sûr. Est-ce que Kylian Hayes peut revenir dans le jeu là avec son nouveau statut? Franchement, j'ai du mal à y croire. Beaucoup de mal à y croire. Ouais. Parce que oui, il est en train de rejouer un petit peu au basket dans une équipe qui est décimée complètement. Il va avoir des minutes a priori. Oui, mais je préfère prendre Sylvain Francisco, quitte à prendre à faire un choix. Ouais, je crois aussi. T'aimes bien Sylvain Francisco, mais il défend pas beaucoup. Non, moi j'aime bien quand il sort du banc. Et Franck Nilikina, on l'oublie. Franck Nilikina, et est-ce qu'on a définitivement oublié Thomas Hurtel? C'est qui? Moi, je l'ai oublié depuis longtemps. Oui, mais bon. On commence à avoir des solutions. Honnêtement, l'émergence de Théo Malédon te fait oublier Thomas Hurtel, concrètement. Parce qu'il joue tellement bien Théo Malédon en Euroleague, là, c'est difficile de pas penser à lui. Et pour finir, qui sont ceux qui vont nous empêcher, ou essayer de nous empêcher d'être champions d'Europe? Les mêmes que d'habitude. Déjà les Allemands. Les Allemands seront chiants, forcément. Les Espagnols sont toujours chiants. La Grèce, c'est. Non, pour moi, c'est en dessous quand même. Ça sent Giannis. Je suis pas. Pour moi, c'est bien en dessous quand même. Yanis, on va des parties pour un drama de l'été, je pense, à Milwaukee. Oui. Là, ça va être. T'as vu ses déclarations quand même. Il a bien désamorcé le truc. Il a dit, moi, je ne demanderai jamais un départ. Il faudra qu'il me foute dehors. Quand même, je pense que quand tu es général manager, tu dois souffler quand tu entends ça. Non, moi je pense que Yanis restera à Milwaukee, mis à part ça va si être eux plus trouvent simple à gérer. Il a été un peu chelou avec ses déclats avec le trade de Doncic. Sauf qu'il a... Moi je veux tous les Européens dans les gros marchés. Ouais, mais sauf qu'il a expliqué que c'était une vanne. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, est-ce que c'était une vanne ou est-ce que c'était un message subliminal? Je sais pas, mais en tout cas, il a expliqué que c'était une vanne. Moi, j'ai pas l'impression que le garçon soit pénible. Non, je crois pas. Je crois que ça a plutôt l'air d'être une crème même. Après, je pense qu'il est hyper déçu de ce qui s'est passé et d'avoir perdu Chris Middleton. Je suis pas sûr que ce soit. Il va récupérer Kyle Kuzma. Je crois qu'il est content. Je sais que Steve le défend, Kyle Kuzma. Il me dit que c'est un très bon joueur, qui va être bien encadré, etc. Mais ça fait partie un peu des cassos de la NBA, non? Moi, j'aime pas du tout. Mais dans un rôle précis, Kyle Kuzma peut. Oui, dans le rôle précis du banc. Sur le banc, à donner des bouteilles d'eau, je suis sûr qu'il est parfait. Il est affreux ce mec. Allez, on avance alors. Toujours sur ce spécial Victor Wembanyama, vous allez me parler d'une blessure qui a changé l'histoire. Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away, and Durant slipping. Durant goes down holding his leg. And Durant grabbing that right leg. Everybody for the Warriors in the franchise and here in the stands holding their breath. Klay Thompson obviously in some pain. He grabbed that left knee right away. There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. Some athletes suffer devastating injuries that end up seriously altering their career. Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee, and down. Derrick Rose is down and holding his knee. Alors, vous allez me parler d'une blessure qui a changé l'histoire, et je vais commencer par Arnaud, parce que là, moi, je l'ai pas en tête. C'est celle de Patrick Ewing en 1999. Nous sommes le 1er juin 1999, quelques semaines avant que les Knicks choisissent Fred Weiss, cette même année-là. Peut-être un hasard, cette blessure de Patrick Ewing, qui ont fait flasher les Knicks sur un autre pivot qui aurait pu peut-être succéder à The Beast. Mais on n'en est pas là. 1er juin, finale de la conférence Est, New York face à Indiana. C'est le vrai classique des années 90. Je vous fais pas Reggie Miller, Spike Lee, etc. Match 2, New York mène 1-0. Et là, Patrick Ewing se déchire partiellement le tendon d'Achille dans le premier quart-temps. Le pivot star doit observer 6 semaines de repos. Il s'est dit un peu soulagé parce qu'il avait compris que si c'était rupture totale du tendon d'Achille, c'était fin de carrière pour Patrick Ewing. Donc playoff terminé pour lui. La série est alors à 1-1 puisque Indiana va remporter ce match 2 et les Knicks vont quand même gagner cette finale de conférence 4-2 en s'appuyant sur Marcus Camby, Latrell Sprewell et Alan Houston. Direction la finale face aux Spurs de San Antonio. Et là,
tu as juste une raquette monumentale. David Robinson et Tim Duncan. Les Knicks seront menés rapidement 2-0. Ils s'inclineront 4-1. Pas de Patrick Ewing. Pas de Patrick Ewing, qui est complètement out. Et ils se font détruire à l'intérieur. Duncan a tourné sur ses finales à 27 points, 14 rebonds de moyenne. L'Amiral, 16 points, 12 rebonds. New York n'existe absolument pas dans la raquette où, et Fred l'a dit tout à l'heure, c'est une époque où le jeu intérieur est omniprésent en NBA. Les Spurs donc détruisent les Knicks et ça laissera donc ce regret éternel. Et si Pat Ewing... Alors, si Pat Ewing avait été là, Fred, est-ce que l'histoire des Spurs aurait été totalement différente? Non, ça aurait pas été suffisant. Ça aurait pas été suffisant. Ils auraient, voilà, c'est ça. Ça aurait été plus serré un petit peu parce que oui, Patrick Ewing pouvait apporter plein de choses, mais en face, tu avais deux monstres, deux colosses, deux Golgoth, c'était impossible. Donc, ça n'a pas changé fondamentalement l'histoire. Alors, c'est un what if, donc on ne sait pas. Ah, tout le monde sait parce que depuis, on n'a pas vu New York aller en finale NBA. Non, c'est sûr. C'est évidemment pas anodin, mais je me dis que si les Spurs sont pas champions en 99, est-ce que la suite de l'histoire est la même? Ça, tu peux aussi c'est pour fantasmer. Ça que tu peux fantasmer. Et j'ai quelque chose à rajouter. Est-ce que la Pat Ewing Theory vous parle? La théorie de Patrick Ewing. C'est une équipe peut paradoxalement devenir meilleure lorsqu'elle perd son meilleur joueur. Ouais, alors ça, je l'ai entendu tellement de fois avec le PSG que ça n'a jamais marché. Ça a commencé un petit peu la saison d'avant, mais amplifié donc en 99, car New York, cette année-là, en saison régulière, elle fait 8e à l'Est avec Pat Ewing, et finalement se retrouve coude à coude avec Indiana. Ewing se blesse, et là, les Knicks s'imposent. Ils vont en finale. C'est Bill Simmons, le journaliste d'ESPN, qui a un peu développé cette théorie et il reprend ça en disant que les équipes dans lesquelles évolue Patrick Ewing, Georgetown ou New York, sa fac, Georgetown, jouent inexplicablement mieux quand il est absent. Ce qui est devenu un espèce de même récurrent dans les années 2000. Et factuellement, bon, c'est plutôt faux, mais c'est devenu un vrai truc aux États-Unis, la théorie de Patrick Ewing. D'ailleurs, on va voir les Spurs, là, ils vont se la Wemby Theory. Je crois qu'ils sont à un bilan à l'équilibre, les Spurs, dans Wemby. Alors Félix, quelle est la blessure dont tu vas nous parler qui a changé le cours d'une saison ou de la NBA? Alors moi, c'est non pas une mais deux blessures quasi simultanées et c'était sur la plus grande des scènes, donc celle des finales NBA en 2019. Je vais vous parler évidemment des blessures de Kevin Durant et de Klay Thompson face à Toronto en finale 2019. Juste pour remettre un peu le contexte, les Warriors à cette époque-là, ils sont champions en 2015, en 2017, en 2018, donc ils peuvent potentiellement faire un triplé. Donc là, on est au Game 5 de ces finales contre Toronto, il y a 2 partout. Kevin Durant, pour faire dans l'ordre chronologique, au Game 5, ça fait presque un mois qu'il est absent à cause d'une déchirure au mollet. Il n'a pas joué depuis le dernier match du second tour face à Houston. Il a manqué toute la finale de conf contre Portland, ce qui n'a pas été un problème pour les Warriors parce qu'ils ont sweepé Portland 4-0. Il revient donc pour ce Game 5 des finales contre Toronto pour essayer de faire passer les Warriors devant. Pour ce début de ce Game 5, il est infernal. Il met 11 points en 12 minutes avec notamment un 3 sur 3 à 3 points. Donc il est revenu, il est au top du top. Et là, donc sur un appui anodin, il s'effondre, il lâche le ballon, rupture du tendon d'Achille. C'est terminé, c'est sur la même jambe que sa blessure au mollet, mais cette fois rupture du tendon d'Achille. Donc c'est terminé, on ne reverra plus Kevin Durant dans ces finales NBA. Les Warriors perdent ce match, donc ils sont menés 3-2 dans la finale. Dos au mur dans le Game 6, ils doivent s'en remettre à Klay Thompson et Stephen Curry. Ça va quand même. Klay Thompson, dans ce Game 6, il est chaud bouillant, 30 points à 8 sur 12 au tir et 10 sur 10 au lancer franc en 32 minutes. Franchement, il répond présent, c'est les fameux Game 6 Klay, où il avait déjà fait ça par le passé. Sauf que sur une contre-attaque, il monte au cercle, il retombe mal à la fin du 3e quart-temps. Et là, un peu comme Rambo, il se relève, il s'est blessé au genou, mais tout va bien. Il va tirer. Rambo, le joueur de 3-3. Un peu, oui, un peu comme Rambo ou comme Kobe Bryant quelques années auparavant, qui s'était fait ça sur une rupture du tendon d'Achille. Il se lève, il tire ses 2 lancers francs, mais c'est trop dur. Il peut pas rejouer, il peut pas revenir. C'est terminé. Rupture du ligament croisé. Privé de KD et Klay, les Warriors finissent par perdre de 4 points ce Game 6 et par perdre les finales NBA contre les Raptors. Alors ça a vraiment changé l'histoire parce que moi, ça ce titre est mythique, ce titre des Raptors. Il y a plein de raisons, je te les ai listées, Pierrot. Déjà parce que potentiellement les Warriors auraient pu gagner et s'offrir un triplé, tout simplement, ce qui est un truc ultra rare en NBA, ce qui est qui a fait la légende de Jordan. La légende de Jordan, la légende même de Kobe et Shaq. Donc c'est plus arrivé depuis 2002, ça aurait pu arriver en 2019, mais depuis on l'a plus jamais revu. Ça change aussi la legacy, donc l'empreinte que laissent certains grands joueurs comme Kevin Durant ou même Stephen Curry. Je pense que dans les classements all-time, si Curry ou Kevin Durant font un triplé, on en parle autrement, ils gagnent sûrement quelques places. Ouais, c'est vrai.
Sachant surtout la legacy de Kawhi Leonard. Voilà. Moi, je trouve, parce que Kawhi Leonard, on l'a à juste titre, il a fait des playoffs extraordinaires cette année-là, mais là, on le met en fait sur un piédestal et un niveau de superstar quand on fait les fameux classements all-time. Sans ce titre avec les Raptors, je pense que Kawhi Leonard, sa legacy, elle n'est pas du tout la même. Ça change aussi qu'en fait, c'était la dernière image de Kevin Durant sous le maillot des Warriors. Donc, ça a quand même été une équipe qui a marqué une génération. On n'a plus jamais revu Kevin Durant après cette rupture du tendon d'Achille sous le maillot des Warriors. Il a été absent 1 an après, il re-signe à Brooklyn. Et c'est aussi après, juste Klay Thompson, qui est un des mecs les plus marquants pour cette génération, qui a passé 2 ans hors des parquets parce qu'il y a eu cette rupture des ligaments croisés. Il a tenté de revenir 1 an plus tard, rupture du tendon d'Achille, 2 ans out. Et j'ajouterais que pour revoir une équipe aussi forte et aussi dominante, il fallu attendre les Celtics, Fred. Ils sont en route vers le three-peat. Tu veux dire qu'ils sont deuxième pour l'instant à l'Est, c'est ça? Back-to-back cette année et le three-peat l'année prochaine, Fred. Ils peuvent le faire. Hein. Déjà, il faut qu'ils fassent le back-to-back. Oui, mais déjà, c'est très dur, un titre NBA c'est très dur, mais je pense qu'on peut toujours dire qu'aujourd'hui ils sont favoris quand même. On est d'accord, mais pour l'instant c'est pas la meilleure équipe NBA à l'instant T. Ah bah non. Non mais attends, parenthèse, pour toi ils sont pas favoris pour le titre cette saison quand même. Mais c'est pas la question que tu m'as posée. Je te demande qui est la meilleure équipe. Non, c'est la question que je te pose, c'est qui est favori Cleveland, pour le titre. OKC, Boston. Mais si, excuse-moi, si Cleveland est une meilleure équipe, ils sont favoris pour le titre. Non, c'est une meilleure équipe statistiquement. Ah, mais ça veut rien dire, ça, statistiquement, on s'en fout. Quand tu regardes les confrontations directes, Boston, ils sont très solides sur les gros matchs, ce qui n'est pas le cas de toutes ces équipes. Pas de New York, par exemple. Ouais, New York, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a New York, très bonne saison, aucun espoir de titre. Aucun espoir. C'est catastrophique. Zéro. On en parlera bientôt dans un avec un grand plaisir. spécial New York. Alors, quelle blessure a changé l'histoire de la NBA, Fred? Je ne sais pas pourquoi mes amis, mes compagnons, mes compères, j'allais dire, n'ont pas choisi Derrick Rose. Ah, merci. Regarde, j'avais noté sur ma feuille, point d'interrogation. Pourquoi il ne me parle pas de Derrick Rose? On était censé apprendre des blessures. Je les ai laissés choisir en premier, mais t'es obligé. Oui, mais il y a des choses qui sont obligatoires dans la vie. Derrick Rose, c'est très intéressant parce que vous m'avez parlé de blessures, il n'y a pas de souci, qui ont changé une saison radicalement. En revanche, Derrick Rose, ça a peut-être changé vraiment l'histoire de la NBA. Ça a changé l'histoire de la NBA, on peut pas savoir ce qui serait passé. Ça a changé une saison aussi. Alors, il est drafté en 2008, je vous passe les détails, premier par Chicago. Il est MVP en 2011. Donc, saison 2011-2012, c'est un lockout. Et donc, les matchs commencent un petit peu plus tard. Mais les Bulls sont quand même premiers à l'Est, avec 50 victoires, 16 défaites. Ils abordent donc les playoffs favoris. Ils tombent contre les Sixers. Les Sixers sont 8e. Donc, logiquement, ils doivent n'en faire qu'une bouchée. Ils dominent d'ailleurs le premier match. Il reste 1 minute 15 à jouer. Le match est plié. Sauf que manque de peau pour Derrick Rose, le coach c'est Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, au lieu de dire allez les gars, on remballe les goals, c'est fini, on va se reposer, on va éviter de se blesser, non, il le laisse sur le terrain. Et comme d'habitude, Derrick Rose va pénétrer, va aller au contact et il va se blesser très gravement. Il va se faire cette blessure incroyable que tous les basketteurs connaissent, les ligaments croisés. Et à partir de là, on n'aura plus jamais le Derrick Rose qu'on a connu à cette période-là. Ce joueur fantastique, ce joueur qui pouvait marquer les différences. Ils vont gagner donc ce premier match, parce que le match était plié, comme je le disais, 103-91, et ils vont perdre 4-2 contre cette équipe des Sixers. Et finalement, cette année-là, c'est le 8 qui va gagner, mais c'est là que la NBA a changé, parce que cette équipe qui était basée sur Derrick Rose, cette équipe qui avait en lui le plus jeune MVP de l'histoire, devait faire plein de choses, devait gagner plein de titres, et avec cette défaite, c'est toute une legacy, comme disent les Américains, tout s'effondre d'un seul coup, et d'un seul coup, il se retrouve une équipe, alors pas lambda, mais une équipe moyenne, dépassée, et qui perd ce joueur fantastique. Et honnêtement, je pense qu'il y aurait beaucoup de titres de MVP qui auraient pu lui revenir. Qu'est-ce qu'il a, Félix? Je trouve que le what if est moins gros. En fait, le what if est moins gros. En fait, je vais m'expliquer. Déjà, rien que sur ces playoffs-là, il perd et il gagne le premier match, il joue contre les 8e, il gagne tranquille, il se blesse et finalement ils sont éliminés au premier tour. Donc what if? Saison suivante, il ne joue pas. Donc what if? En fait, c'est beaucoup plus hypothétique que par exemple ce qu'on a raconté sur Patrick Ewing ou sur les Warriors en 2019. Alors Patrick Ewing, c'est hyper hypothétique parce qu'il jouait contre les Spurs et je suis pas sûr qu'il les ait gagnés. Il y a plus de et si. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils étaient moins proches de gagner un titre. C'était en fait même. Non, mais c'est pas immédiat, mais c'est même avec Derrick Rose, c'est sur du long terme le what if. Qui dit qu'ils auraient été champions NBA? En fait, on peut pas savoir. En fait, il y avait trop de marches encore. Ouais, mais alors s'il avait pas fait, tant pis pour lui. Mais pour le coup, s'il y a un joueur qu'on aurait aimé voir dans la pleine possession de ses moyens pendant 10 ans, c'est bien lui. C'est un what if beaucoup moins immédiat. Et moi, moins immédiat, oui, sur le long terme. Non, complètement immédiat, parce que déjà c'était playoff. Après, il avait accompli déjà pas mal de choses. Moi, en énorme what if, je prends Brandon Roy.
Oui, mais moi je parle de what if qui serait passé après avec l'hégémonie de Derrick Rose, avec le Chicago qui progressait, qui attendait un Michael Jordan bis à un moment. Alors moi je vais dire ce qui serait passé, Thibodeau les aurait tous flingués comme il est en train de faire à New York. Ça c'est possible. Après peut-être que Thibodeau en est responsable. Hein. Mais Thibodeau, alors sur cette action-là, clairement. Oui, mais que quoi qu'il arrive, du coup, il n'y a pas trop de questions à se poser parce que peut-être qu'il les aurait fait exploser différemment. Hein. C'est possible. Allez, on termine avec le quiz spécial blessure. Je m'appelle Frédéric, j'ai joué au basket un petit peu quelques années et j'ai même joué dans un film. Je peux insulter Kevin Garnett qui est un débile profond absolu. Ensuite, il est juste pas gentil en fait ce mec. Ce mec est pas gentil. Et tu sais quoi aussi, la plupart des gens, quand un basketteur shoot dans la corbeille et qu'il rate, il dit ah bah t'es basketteur pourtant. Bah, je dis oui, basketteur c'est pas mettre du papier dans les corbeilles. Hein. Et magnifique jingle. C'est pas mettre des papiers. Je vois pas le rapport avec le quiz, mais c'est pas grave. Juste pour le plaisir, on le réécoute et on le réécoutera encore. Spécial blessure, voilà. Tout a un rapport avec des blessures, soit anciennes, soit historiques, soit actuelles. Première question. Qui est numéro 1 de la draft 2007 ? Brandon Roy. Non. Greg Oden. Greg Oden, bien sûr. C'était la question la plus simple, celle-là. C'était la question la plus simple. Ouais. Donc j'y ai répondu, c'est normal. Non, j'ai pas répondu, c'est encore pire pour moi. C'est un joueur fantasme, Greg Oden. Ouais, je sais pas, parce que quand il avait un potentiel apparemment. Mais il aurait pas pu. Je sais pas. Il y avait beaucoup d'espoir quand il débarque. Comme Darko Milicic. Ouais, là par contre c'est plus surprenant. Je vous passe une interview où vous me dites qui parle le plus rapide à le point. Everything, man. I work my ass off, bro. Allen Iverson. Non. Derrick Rose. Derrick Rose, le 31 octobre 2018, 50 points avec Minnesota contre Utah après ses 2 opérations du genou. C'est fou ce match parce que c'est un match isolé au milieu de un très grand moment, ça. Carrière un peu triste. Oui, mais c'était un beau moment. C'était vraiment un très beau moment. Qui a répondu ? C'est toi, Fred. Bravo, Fred, tu égalises. Alors, puisqu'on est dans les blessures, spéciales blessures, je vais vous faire un quiz. Ja Morant ou Zion Williamson. Ok ? La bonne réponse, ça peut être soit Ja Morant, soit Zion, soit les deux, soit aucun des deux. On est bien d'accord ? Et c'est chacun son tour. Je démarre avec Arnaud Valadon. Je suis drafté en 2019. Ja. Les deux. Oui, les deux. Zion premier, Ja deuxième. Bah oui. Quelle belle draft. J'avais un doute sur Zion. Sur le papier, c'était une belle draft. Magnifique. Non, mais j'y crois encore. Hein, les deux. Zion surtout. Non, les deux. Là, il s'est remis en forme incroyable. Franchement, les deux sont fantastiques. Et RJ Barrett qui est troisième. RJ Barrett 3, ouais. Et j'ai vu une stat passer hier. C'est le meilleur marqueur en termes de points cumulés, en termes de volume de cette draft. RJ Barrett. C'est le seul qui n'est pas blessé. Parce que forcément, il a joué beaucoup plus de matchs, mais c'est assez étonnant. Surtout, il joue très très bien depuis l'arrivée à Toronto. Surtout son trade. On passe à Félix. J'ai une saison à moins de 10 matchs. Ja Morant, Zion, les deux ou aucun des deux. Ça, c'est piège, ça. C'est piège. Il est content, regarde. J'ai envie de dire Zion. Les deux. Zion, saison blanche, bien sûr, 2021-2022, mais Ja Morant n'a joué que 9 matchs la saison dernière. Oui. Mais blessure, puis suspension. Pour moi, tu avais fait un truc un peu tordu. Il avait joué 12 matchs. Toujours un peu tordu, de toute façon. Fred, cette saison, je suis à plus de 25 points de moyenne. C'est Zion, ça. Aucun des deux. Zion 24,5, Ja Morant 20,5. 24,5. Oui, c'est tordu. C'est tordu, là. C'est tordu. On retourne sur Arnaud. Pour l'instant, c'est un fiasco. Hein. Mon prénom est une référence religieuse. Zion. Alors, uniquement Zion, évidemment. C'était ça le piège, puisque Ja, c'est pas du tout Ja. J-A-H. Ja, c'est le diminutif de Jamel. Vous aurez appris quelque chose. En revanche, Zion, évidemment, est une référence religieuse. Bravo Arnaud. Nous passons à Félix. Mon père a joué en high school avec Ray Allen. Ja Morant. Exactement, puisque le père de Ja Morant est basketteur, c'est ça qu'il fallait savoir. Après Ray Allen ou pas, bon, j'aurais pu faire un piège en mettant Kevin Garnett pour énerver Fred, mais non, je ne suis pas allé jusque-là. Et enfin, Fred, je suis fan de basket féminin. J'ai envie de sortir une blague, mais Zion, parce qu'il aime bien ce qui est féminin en général. Non, c'est Ja. Ja Morant est fan de basket féminin, il le revendique. Voilà. Alors que Zion est fan de films pour adultes. Peut-être, ça c'est possible, ça aurait pu faire l'objet d'une autre question. Je vous fais le point sur les scores, c'est Arnaud qui a 2 points, Félix 1 point et Fred 1 point. On va avancer assez vite. Qui est actuellement le pivot de départ, dans le 5 de départ à Dallas? Pas Maxence Prosper. Non. Kessler Edwards. Kessler Edwards, Ouais, absolument. Avec un secteur intérieur décimé. Même pas le pivot, le pauvre. On a
Anthony Davis, 6-6, Derek bien. Lively et Daniel Gafford. Gafford blessés. Quand ils vont tous être là, ça va être embouteillage quand même. Ça va être Ouais, mais c'est monstrueux. bien, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Plus qu'intéressant. Anthony hein. Edwards, il sera 4. Hein. Il sera 4 avec les deux ouais, pivots, puis ils ont du monde encore. Hein. Oui, il y a Dwight Powell aussi qui est blessé. Dwight Le pauvre, Powell qui le pauvre. revient. Il y a des mecs qui arrivent, il perd son spot. Le jour où il peut jouer, il est blessé. Et du coup, ils font jouer, donc tu as dit Maxence Olivier Prosper, Il y a un Kessler peu lui, un peu Edwards, tout le monde, et Kessler, ouais. il y en a un dont le nom m'échappe là, Il y a qui est très bon. À l'intérieur? Oui. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va avancer parce que ça va être gênant. On reste sur Anthony Davis. Qui a donné la bonne réponse? C'est toi, Félix. Hein. Dans quelle franchise Anthony Davis jouait-il la saison où il a disputé le moins de matchs? Pelicans? Non. Los Angeles. Los Angeles Lakers. ouais. C'est simultané les deux là. Alors Je l'ai dit aussi, hein. j'avais prévu une seule réponse possible. Ah. J'ai oublié de vous le dire, mais C'est le comme one c'était- shot. Comme c'était votre première, je vous donne un demi-point à chacun. Et enfin, nous allons terminer avant la question multipoint en devinant un joueur dont la saison est terminée actuellement là. Ok? Ouais. Ça va aller vite. Hein. On y va. Pour le premier, 27 ans, pivot, drafté par les Lakers en 2018, en provenance de l'Alba Berlin, envoyé à Washington, Maurice puis Wagner Boston. Maurice Wagner, absolument. Bravo Arnaud. On enchaîne avec un arrière de 28 ans qui a commencé la saison par une fracture de la main lors Murray du premier match Ingram de Junt Murray. Il est chaud. En fait, c'est le spécialiste des blessures. C'est le docteur de la Ça, banque. c'est faire de la fantaisie, tu sais tout le monde qui est pété. Un troisième, blessure à l'épaule qui a mis fin à sa saison. Mais c'est pas Wemby Victor Wembanyama. Un joueur qui a explosé l'année dernière et qui confirme cette année en étant encore meilleur pour sa deuxième saison dans la peau d'un titulaire avec des stats en augmentation. Pas du tout. 18 points, 10 rebonds, 5 passes, 1 bloc. 1,6. Jalen Johnson. Jalen Johnson. Jalen Johnson, oui. Bien Quelle vu. saison avant de se Ouais, blesser quand incroyable. même. C'est quand tu m'as dit les stats que ça m'a aidé, j'avoue. Bravo. 18-10, ouais. Donc on en est à 4 points pour Arnaud, 2,5 pour Félix et 2,5 pour Fred. Et alors là, pour la question multipoint sur les blessures, j'avais aucune idée. Donc, aux enchères, vous allez me parler d'un joueur qui a été énormément blessé, qui aurait pu avoir un impact supérieur en NBA, et dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Marcus Camby. Marcus Camby, vous allez me donner un maximum de clubs. Aucune erreur possible, évidemment, puisque c'est aux enchères. Première enchère posée par Félix. 2. 2. Fred 3. 3. Il en a fait 8 en tout, mais il y en a 2 qu'il a fait 2 fois, donc il y a 6 bonnes réponses maximum. Bon, je vais laisser, j'en ai que 2. Vous en avez que 2? On est à 3 max. Avec 3, ça te suffit pour gagner, hein, Fred. Donc j'espère que tu vas y arriver quand même. Je suis pas sûr. Félix, tu Je veux peux, pas ouais, je vais tenter 4. Ah, J'ai voilà, rien à pas perdre. mal. J'ai Je suis là. T'as rien à rien perdre. à perdre, t'as rien à perdre. C'est bon? On y va. On reste sur 4, Félix. Vas-y, je t'écoute. Il y a Denver. Il y a Denver, bien sûr. Il y a New Jersey Nets. Les New Jersey Nets. Pas du tout. C'est vrai. Oh, putain. Non, pas du Il y avait tout. Houston. Il y avait les Knicks. Il y avait les Knicks, Portland, on en parlait tout à l'heure. Portland. Portland, oui, absolument. Et c'est tout ce que j'avais. Les Raptors en début de carrière. Les Ouais. Clippers, les Rockets, et ensuite retour aux Knicks et fin aux Rockets. C'était difficile. C'était difficile. Et c'est donc Arnaud qui a gagné ce quiz. Bravo. À la Merci, semaine docteur. Merci. RMC Basket Time.